Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous nous voyez. Là, ça ne zoome pas pour le moment, mais on verra. Donc, bienvenue sur le webinaire Loi de finances 2022. On est pile à l'heure, donc je pense qu'on va attendre quelques petits retardataires dans la minute qui arrive. Voilà. Donc, j'ai le plaisir d'être avec Pauline Mantec, responsable du pôle social, du droit social à la FIDU, et Magali Marot, la directrice, la DS de Montpellier, associée du groupe. Voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous, tous là. Je vous vois rentrer petit à petit sur la visio. Donc, j'espère que le son est correct. Donc, n'hésitez pas à nous en faire part. On va voir comment ça va fonctionner. C'est pas une première, mais avec le matériel que nous avons aujourd'hui, c'est une première. Donc, j'espère que ça sera super. Voilà, il est prévu qu'on décolle à 10h05 pour l'atterrissage aux alentours de midi. On va essayer de rendre le support le plus ludique possible. Et à un certain moment, j'essaierai de revenir un peu, ou on reviendra un petit peu sur les sujets s'ils ont évolué avec la loi de finances. Voilà. Donc, deux grandes parties, une partie fiscale et une partie sociale. Donc, toute la partie sociale sera animée par Pauline, pratiquement. Et les parties fiscales seront conjointement animées par Magali et moi-même. Voilà. Donc, vous êtes à l'heure actuelle, je ne sais pas combien, certainement, on ne voit plus. 56 avec nous, et ça continue à rentrer. On voit qu'à Annonay, il y a un décalage horaire de 2 minutes. Voilà, donc Magali, c'est toi qui vas avoir l'insigne honneur d'attaquer le sujet de l'impôt sur le revenu que nous partagerons en partie. Une année de loi de finances, qu'on va dire relativement calme. Hein, on a un ou deux sujets qui sont vraiment intéressants. Le reste, il y a pas mal d'adaptations sur des textes qui étaient déjà en vigueur. On a essayé de concentrer sur l'impôt sur le revenu les sujets qui nous concernent sur nos déclarations et sur celles de nos clients. Hein. Sur la fiscalité, il en est de même. Sur la fiscalité des entreprises, on a un ou deux sujets moteurs. Le reste, c'est essentiellement des toilettages de textes déjà existants. Pauline, en matière sociale, on a choisi de faire deux points. Hein. Un point sur la loi de sécurité sociale, mais aussi un point un petit peu d'actu avec les conséquences des textes sur l'activité partielle, voilà. suite du Covid. Voilà, suite du Covid, donc c'était quand même un petit peu important. Donc on a mis ça à la fin du support, dans le divers, pour essayer d'enrichir cette loi de finances. Voilà. Magali, je te passe la parole et on attaque avec la première partie. Je te laisse voilà, la main sur la fiscalité et les dispositions applicables aux particuliers. Bonjour à tous. Alors, on va commencer tout simplement sur le barème de l'impôt sur le revenu qui, comme chaque année, a été rehaussé en fonction d'une hausse prévisible des prix hors tabac. Donc, je ne vais pas le descendre en totalité, mais au moins, vous aurez le barème de référence qui a été réévalué en fonction de chaque TMI. Concernant ensuite, donc, le deuxième point, c'est le montant maximal de l'avantage qui est lié au quotient familial. Donc, comme vous le savez, le quotient familial est plafonné. Il est plafonné donc par demi-part au-delà de une part pour une personne seule ou pour deux parts. Il est plafonné à 1 592 €. Donc, en gros, cela veut dire que pour un couple marié qui a un enfant ne pourra pas lui rapporter plus que 1 592 € d'économie d'impôt. Cette part également est plafonnée, ce quotient familial,
Pour une personne qui est seule et qui va être avec un enfant à charge, à ce moment-là, une personne qui est célibataire, divorcée, séparée ou qui vit seule, le plafonnement du quotient familial est à 3 756 €. Et la même chose pour des personnes séparées, célibataires, divorcées, qui vivent seules et qui ont des enfants en résidence alternée. Chacun des parents aura un plafonnement du quotient familial à 1 878 €. Concernant ensuite les avantages qui sont liés aux enfants majeurs. Donc là, on parle de potentiellement le rattachement ou les déductions de pension alimentaire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est un abattement pour rattachement d'enfants mariés, pacsés ou chargés de famille. Donc, quand vous avez un enfant qui est majeur, qui est soit marié, pacsé ou tout simplement chargé de famille, vous avez la possibilité, donc pour rappel, pour pouvoir rattacher un enfant majeur, il faut soit qu'il poursuive ses études, sinon vous ne pouvez pas le rattacher. Là, il y a la possibilité dans ces cas-là de bénéficier par contre d'un abattement. C'est pas un rattachement, c'est un abattement de 6 042 €. Sinon, si vous voulez pas bénéficier de cet abattement et que l'enfant fait sa propre déclaration et que vous ne l'avez pas rattaché à votre foyer fiscal, vous pouvez bénéficier d'une réduction, d'une déduction d'impôt de 6 042 €. Donc là, c'est souvent le cas de la question qu'on se pose, c'est-à-dire qu'on doit subvenir aux besoins de notre enfant. À ce moment-là, vous avez la possibilité de déduire jusqu'à 6 042 € une pension alimentaire. Magali, si on fait ça et que donc ton enfant fait sa propre déclaration, doit-il déclarer le montant que tu as déclaré toi forcément, si on déduit d'un côté, il faut déclarer le produit de l'autre côté. En général, de toute manière, les enfants ne percevant pas de revenus de l'autre côté ou percevant des revenus qui ne sont pas imposables puisque ce sont des jobs d'été, la plupart du temps, ça fait que les enfants ne sont pas... Il ne faut pas oublier que ce n'est pas simplement un cadeau d'un côté, il faut l'imposer de l'autre côté. Ce qu'il faut prendre en compte aussi quand on fait la simulation entre est-ce que je rattache ou pas l'enfant, dans le fait de rattacher l'enfant, souvent ça peut générer au niveau de la taxe d'habitation, au niveau des aides pour l'enfant qui pourraient être touchés de CAF, ils pourraient obtenir plus d'aides souvent quand ils sont déclarés seuls que quand ils sont rattachés au foyer fiscal des parents. Parce que du coup, son appartement devient une résidence secondaire, puisque ce n'est pas sa résidence principale, puisqu'il est rattaché au foyer. Donc ça peut être un piège. Mais d'un autre côté, il pourrait avoir aussi la CAF. Une CAF plus importante qu'il n'aurait pas s'il est rattaché au foyer fiscal de ses parents, parce qu'ils vont se baser sur les revenus de ses parents. Ouais. Autre possibilité concernant la déduction, donc là c'est dans le cas où vous avez le droit de déduire une pension alimentaire versée à un enfant qui est majeur et qui est chargé de famille. Dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier d'un abattement, là c'est pas un abattement, c'est une déduction, d'une pension jusqu'à 12 084 €. La condition là, c'est qu'il faut que votre enfant majeur soit chargé de famille et célibataire, pacsé ou marié, mais chargé de famille, et que vous subveniez seul aux besoins de cet enfant. Si les autres parents subviennent également, à ce moment-là, le montant de la pension sera de 6 042 € par, à ce moment-là, famille. D'accord? Donc, soit vous subvenez seul jusqu'à 12 084, soit vous subvenez avec l'autre famille, et là, c'est 6 042 €. Voilà pour les pensions alimentaires. Ensuite, autre point, alors je vais le passer un peu plus rapidement là, puisqu'on l'abordera plus tard quand on parlera de la fiscalité des entreprises. Mais une des grandes nouveautés de cette loi de finances, c'est la plus-value de vente de titres et abattement pour départ à la retraite. Donc, quand vous le savez, quand vous vendez des parts et vous partez à la retraite des parts de votre société pour partir à la retraite, vous avez la possibilité de bénéficier d'un abattement de 500 000 € qui doit, à condition par contre, qui est très important, cesser toute fonction dans l'entreprise. Donc ça, c'est un point important qu'il ne faut pas oublier parce que souvent, on a tendance peut-être à oublier ce point de cessation de toute fonction dans l'entreprise et ça remet en cause l'abattement des 500 000 €.
et également faire valoir ses droits à la retraite dans les 2 ans qui suivent ou qui précèdent la vente. Donc là, c'était l'ancien texte qui disait abattement de 500 000, cessation totale de toutes les fonctions, mais aussi faire valoir ses droits à la retraite, donc dans les 2 ans avant ou après le droit à la retraite. Ce délai, par la loi de finances, a été porté à 3 ans, à condition que le vendeur ait fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, et surtout que le départ à la retraite soit avant la vente. Donc, à partir du moment où le départ à la retraite est avant la vente et que le vendeur a fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai n'est plus de 2 ans, mais il va être porté à 3 ans. C'est une mesure qui a été mise en place suite, je pense, aux crises sanitaires qu'on vient de traverser et aux difficultés pour les personnes qui ont pris leur retraite d'arriver à vendre leur entreprise dans les 2 ans. Point important aussi, cet abattement de 500 000 € devait prendre fin au 31 décembre 2022. La loi de finances a repoussé la fin de cet abattement des 500 000 € jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, nous avons encore 2 ans pour bénéficier de cet abattement des 500 000 €. On verra bien après 2024 ce qu'ils décideront. Je vais vous faire donc un petit point sur tout ce qui est fiscalité des crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose qu'on commence à voir maintenant de plus en plus. Donc, la crypto-monnaie, pour faire simple, c'est quoi? La plupart, vous les connaissez sous le nom de bitcoins. Donc, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus des clients à vous qui commencent donc à vendre, à acheter, à échanger de la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'il y a une fiscalité là-dessus. Pendant longtemps, l'administration fiscale, en fait, faisait une séparation entre le particulier qui faisait ça à titre occasionnel et le particulier qui faisait ça à titre habituel et non plus occasionnel et qui faisait ça de manière récurrente, mais également celui qui était professionnel. Et en fonction de ça, il y avait 3 régimes différents. Soit c'était un particulier, c'était PFU, soit on va dire que c'était un professionnel qui faisait ça de manière habituelle, de manière récurrente. Et là, il y avait une différence entre BIC et BNC. L'administration fiscale a enlevé ces critères-là. Dorénavant, à partir du 1er janvier 2023, tous les profits qui sont réalisés pour l'achat, la vente, les échanges de crypto-monnaies peuvent être qualifiés de professionnels. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ils vont être qualifiés de professionnels, ils vont rentrer dans la catégorie des BNC et non plus dans la catégorie comme avant où on pouvait avoir ou du BNC ou du BIC. Là, ils ont simplifié, ils ont tout mis en BNC. Rentre dans la catégorie des professionnels. Donc, la condition, c'est que pour être professionnel, il faut en fait que ces opérations soient effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne qui se livre à titre professionnel à ce type d'opération. Donc, à partir du moment où c'est quelque chose que vous faites en fait de manière récurrente et que vous le faites à titre professionnel, ça rentrera dans la catégorie des BNC. Par contre, si vous restez un particulier qui fait ça sur des gains occasionnels, très ponctuels, vous allez être soumis au PFU. L'ancienne loi vous laissait systématiquement au PFU et vous ne pouviez pas bénéficier de l'abattement du barème progressif. C'était pas possible. Contrairement aux dividendes, vous aviez le choix entre les deux. Ici, vous n'aviez pas le choix. À compter du 1er janvier 2023, ils ont recalé cette fiscalité sur la même que les dividendes, c'est-à-dire de plein droit PFU, option possible pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. En tout cas, pour cette année, ça reste au PFU. Pour cette année, ça reste au PFU. Donc, un particulier qui fait à titre occasionnel des gains en ayant vendu, par exemple, ses bitcoins, il sera soumis au PFU et il n'aura pas la possibilité d'opter pour le barème progressif. Pour rappel, c'est la même fiscalité que les dividendes, ce qui veut dire qu'en 2023, si vous optez pour le barème progressif, l'option emporte pour tout. Donc, s'il y a une cession de part, s'il y a des dividendes, ça va emporter sur la totalité. Ok, est-ce que... Ah, c'est moi ça. C'est à toi. C'est pas moi qui suis sous le robinet là, mais bon, c'est...
Là, on aborde un sujet qui est, bon, c'est un peu un marronnier. Hein. On a les dépenses des crédits d'impôt pour l'emploi de salariés à domicile, ça existe depuis moultes années. Donc là, avec aussi la crise sanitaire et puis les changements d'organisation de vie, le vieillissement de la population, on voit quand même qu'on étend les travaux qui sont toujours rattachés à la maison, hein, toujours rattachés à la résidence, mais on les ouvre à des dépenses qui sont éligibles, qui sont dépensées à l'extérieur de la maison. Donc on a la prise en charge des personnes pour les amener d'un endroit à un autre, les enfants ou les personnes âgées. Un certain nombre bon, je ne vais pas vous les passer toutes, mais l'accompagnement des enfants, les prestations de conduite du véhicule personnel des personnes âgées par quelqu'un. Donc, on s'écarte de la maison et on peut rattacher ces dépenses. Bon, ce qui était intéressant aussi, c'est que je vous rappelle un petit peu les plafonds des dépenses éligibles, parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Pour mémoire, les dépenses prises en compte dans le cadre du crédit d'impôt sont en principe plafonnées à 12 000 €. S'ajoute désormais à ce plafond plein de petits plafonds qui existaient déjà par ailleurs et que je vous remets en mémoire. Il y a le montant des travaux de petit bricolage qui est plafonné à 500 € par an et par foyer fiscal. Le montant de l'assistance informatique et Internet à domicile qui est, elle, plafonné à 3 000 € par an et par foyer fiscal. Et le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers qui, elle, est plafonné à 5 000 €. Donc, il faut penser à ces différents leviers. Donc, on n'a pas qu'un plafond unique de 12 000 €. Deuxième sujet, c'est la réduction du crédit d'impôt pour dons. Là aussi, c'est fréquent que sur les déclarations de revenus, on en revienne aux dons. Je voulais rappeler un petit peu comment ça marchait. Donc, cette année, il y a la mise en place pour les années 2020 à 2023 au profit d'une association, pour les dons au profit d'une association dont l'objet est de fonder des repas ou des soins, de favoriser le logement au bénéfice de personnes en difficulté, une réduction qui est portée à 75% au lieu des 66% et du montant du versement retenu dans la limite de 1 000 €. Alors j'en profite là aussi pour vous rappeler que d'une manière générale, la réduction d'impôt, elle est égale à 66% du montant de versement effectué et retenu dans la limite de 20% du revenu du foyer imposable. Donc ça, c'est la généralité. Et sachez que si le don, exceptionnellement, excède ce montant de 20% du revenu imposable, il n'est pas perdu. L'excédent est reporté sur 5 ans, sur les 5 années suivantes. Donc, exceptionnellement, cette année, la loi de finances prévoit d'appliquer ce plafond à 2 000 € pour chacune des années 2020-2023, comme je viens de vous le dire. Et d'ici 2022, le gouvernement remettra un rapport d'évaluation pour voir si c'est stimulant pour les dons et s'il y a eu vraiment des sommes versées concernant ces aides et ces associations. Voilà. Bon, coupe, c'est qu'on a des questions. Je suis en train de voir sur le côté, on a des commentaires. Non, il ne faut pas poser des questions. Ah, mais ça, c'est Alexis, c'est Montpellier. Ça, c'est Alexis, c'est pour moi. Il fait une spéciale pour moi chaque année. Je crois que ça va être la spéciale Alexis pour moi. Mais je suis étonné qu'Alexis ne connaisse pas la réponse. Oui, Alexis, je ne comprends pas parce qu'on s'était déjà posé la question, on avait déjà parlé tous les deux. Objectivement, Alexis, à votre question, donc Alexis a posé une question, c'est comment est déterminée la plus-value à imposer au PFU. On est sur les crypto-monnaies. On est sur les crypto-monnaies. Donc, le principe, ça doit être prix de vente moins prix d'achat, plus, alors après, il faudra regarder sur la DO ou sur la jurisprudence, mais normalement, plus les frais de gestion ou les frais d'achat concernant l'achat. Mais je pense que la question que se pose Alexis, c'est de la conversion à l'euro. C'est-à-dire que la crypto-monnaie, c'est qu'à un moment donné où vous devez l'acheter, il faut le convertir au… C'est le cours d'achat. Le cours d'achat, je pense. Et le cours de vente. Et le cours de vente. Moi, je l'aurais dit comme ça. Après, à vérifier. Morgane aussi, elle suit les traces de Alexis. Oui, je vois. Non, mais c'est mon équipe. Ils sont bien. C'est bien. Est-ce qu'il y a un montant minimal de plus-value à réaliser avec une faute d'orthographe, pour la fiscalité ou dès lors qu'il y a une opération, c'est fiscalisé? Dès lors qu'il y a une opération, c'est fiscalisé. Et ne pas oublier son code informatique, parce que sinon, plus de crypto-monnaie. Allez, merci Montpellier, on continue. Non, il y en a une dernière. Hein. Il y en a une autre? Non, c'est Alexis qui remettait un complément d'information. Il a bien vu qu'on n'avait pas répondu. Si tu peux passer à le candidat suivant est une candidate.
Voilà, on revient sur des dispositifs aussi de gestion patrimoniale immobilière. Il y a deux petites mesures sur des dispositifs existants. J'en ai profité pour vous les rappeler. Donc, le Saint-Cybouvard devait s'arrêter au 31 décembre 2021. Il est prorogé d'un an. Donc, il y a une année supplémentaire au 31 décembre 2022. Je vous rappelle que le Saint-Cybouvard s'applique pour des investissements sur des logements dans des résidences-services, généralement, oui. Et ce dispositif offre, pour ces résidences-services, ces achats dans des résidences-services, offre une réduction d'impôt de 11% du prix d'acquisition, plafonné à 300 000 €, répartis sur 9 ans. Donc, c'est assez intéressant. Et qui plus est, ça peut être aussi très intéressant parce qu'il y a souvent, ça se couple avec la récupération de la TVA sur l'acquisition. Et là, la TVA, c'est pour ça que je voulais le souligner, c'est souvent un piège sur ces mécanismes de Saint-Cybouvard. Parce qu'on a un engagement de conservation du bien pour 20 ans. Là, on peut récupérer la TVA. Mais souvent, les gens qui vendent ces produits ne parlent pas de la problématique de la TVA. Donc, il faut considérer que l'acquéreur de Saint-Cybouvard fonctionne comme une petite entreprise. Et donc, généralement, les gens leur vendent le bail de 9 ans. Puis après, on dit, au bout de 9 ans, après, vous serez tranquille, vous pourrez revendre. Le problème de la TVA immobilière, c'est qu'on se retrouve avec de la TVA reversée, puisque je vous rappelle que c'est par 20e. Donc là, bien sensibiliser aux clients au fait qu'il y a deux mécaniques. Il y a la mécanique de l'aide sur 9 ans, le bail de 9 ans. Et deux, s'ils ont récupéré la TVA, ce qui est généralement le cas pour pouvoir faire sa acquisition, il faudra qu'ils tiennent un peu plus longtemps, sinon, en tout cas, il faudra qu'ils intègrent dans le mécanisme de vente le fait qu'ils vont avoir reversé 8, 9, 20e de TVA initialement récupérés. Également, point que souvent on oublie de leur dire, c'est que si on opte pour le dispositif Saint-Cybouvard, on perd l'amortissement du bien. Oui. Soit on a l'amortissement du bien et on est en LMNP classique. C'est ça. Soit on a la réduction d'impôt Saint-Cybouvard et on n'a pas l'amortissement du bien. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'on se retrouve souvent avec un BIC non professionnel positif sur lequel on doit payer de l'impôt. En tout cas, ça a été très friand pendant quelques années, là, le Saint-Cybouvard. Mais moi, j'ai eu pas mal de secousses sur des professionnels, souvent des professionnels libéraux, parce qu'il y avait une grosse démarche des banques vers eux. Donc, à surveiller. Il y avait un autre dispositif que je vous avoue, je ne connaissais pas, qui est la vignette suivante, c'est le dispositif de Normandie. En fait, moi, je le connaissais pas, je ne l'ai pas utilisé. En fait, c'est un dispositif qui est assez attractif aussi, mais assez pointu. Là, dans le cas de ce dispositif qui est donc reporté pour un an, ça concerne les investisseurs qui souhaitent acquérir un bien ancien et qui nécessitent des gros travaux de rénovation. Donc, il y a une réduction fiscale assez attractive. Lorsque le bail est de 12 ans, la réduction d'impôt est de 21% des prix de revient du bien immobilier, de 21% du prix de revient. Pour une location de 9 ans, c'est de 18%, et pour 6 ans, c'est 12%. Pourquoi on ne le connaît pas trop bien? C'est qu'en fait, il concerne 222 villes en France uniquement. C'est très pointu. C'est en fait tout le dispositif du plan cœur de ville. Donc, toutes les villes qui sont éligibles à ce dispositif cœur de ville ou celles qui ont signé une opération de revitalisation du territoire, elles peuvent bénéficier de ce dispositif de Normandie. Bon, je vous le présente parce que c'était intéressant quand même d'avoir connaissance de ce dispositif si vous êtes dans une ville classée dans ce dispositif. Voilà. Pauline, oui. Pauline, mesures sociales. Contrat d'engagement jeune. Contrat d'engagement jeune, allez, lâchons-nous. En novembre dernier, le gouvernement avait annoncé qu'à compter du 1er mars 2022, les jeunes de moins de 26 ans, sans emploi, de façon durable, pourront bénéficier d'un contrat d'engagement jeune pour faciliter leur insertion dans le monde du travail. Du coup, la loi de finances 2022 formalise bien cette annonce. Et donc, à compter du 1er mars, tout jeune de 16 à 25 ans ou jusqu'à 29 ans s'il est en situation de handicap, qui rencontre des difficultés d'accès à l'emploi et qui n'est pas étudiant et qui ne suit pas de formation,
pourra bénéficier d'un contrat d'engagement jeune soumis au respect d'exigences d'assiduité et de motivation qui restent encore à préciser par décret, les modalités de ces exigences. Ce dispositif sera mis en œuvre par les missions locales, Pôle emploi ou tout organisme public ou privé fournissant des services de placement de travailleurs salariés. Dès la signature du contrat d'engagement, les jeunes bénéficieront d'une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources. Encore une fois, les conditions de cette allocation seront précisées ultérieurement par décret. Mais donc, mise en place le 1er mars, on est le 18 février, c'est typiquement du gouvernement. On n'a pas de décret. On aura le décret le 1er mars. On a l'habitude. C'est pas sûr. C'est pas sûr. Après les jeunes et les retraités. Réforme de la retraite progressive. Une personne qui exerce une activité salariée à temps partiel ou une activité de travailleur indépendant peut demander la perception d'une fraction de sa pension de vieillesse tout en continuant d'exercer en parallèle son activité de façon réduite, à condition d'avoir 60 ans et de justifier de 150 trimestres. Pour les salariés, concrètement, à compter du 1er janvier 2022, ce dispositif est ouvert à toute personne exerçant à temps partiel ou réduit, y compris pour les salariés en forfait jour à taux réduit ou forfait heure à taux réduit. Pour les activités non salariées, ce dispositif est applicable également à compter du 1er janvier 2022 pour les personnes exerçant une activité non salariée, mais assimilée salariée dans les conditions fixées par décret, notamment relatives à la diminution de leurs revenus professionnels. Donc, ils devront démontrer d'avoir une diminution de leurs revenus professionnels qui justifiera du coup une activité réduite pour pouvoir bénéficier en parallèle d'une pension vieillesse. Et l'employeur, il est obligé d'accepter? Alors, non, l'emploi, c'est vraiment pour des salariés qui sont déjà à temps partiel. Moi, j'ai eu la question récemment, justement, pour des salariés qui sont à temps plein, l'employeur n'est pas obligé d'accepter de le passer à temps partiel. Mais cette notion de temps partiel, il s'agit d'une modification du contrat de travail. Et pour avoir modification du contrat de travail, bien évidemment, l'employeur doit... Celui qui est à temps partiel, il y a aussi... Oui, mais celui qui est à temps partiel, il va compléter ses revenus du temps partiel avec sa retraite. Sa retraite, oui. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il était à temps partiel. Ça ne marche pas pour un salarié à temps plein. Ben, ça ne marche pas pour un salarié à temps plein si l'employeur refuse son passage à temps partiel. Ça pourrait marcher, sinon il pourrait passer à temps partiel et percevoir. Exactement. Okay. Et il y a des salariés qui vont demander. D'accord. Et la deuxième question, c'est OK, je perçois sur le reste, mais tu disais il faut aussi qu'ils diminuent encore leur temps? Non, pour les travailleurs indépendants. Il faut qu'ils justifient que leur activité est réduite. D'accord. Voilà. D'accord. Qu'ils ne sont plus en activité totale. Ça peut marcher pour un TNS à condition de justifier d'une baisse d'activité qui travaille moins. Et dans ces cas-là, il pourrait combler ses revenus par une retraite progressive. Exactement. Et attention, en cas de reprise cette fois d'activité à temps plein, le versement de la fraction de pension de vieillesse est supprimé. D'accord. Voilà. OK. Là, j'ai compris. Merci. Pour les particuliers employeurs, cette fois, sous réserve de l'accord de leurs salariés, les particuliers employeurs peuvent verser les rémunérations par voie dématérialisée par l'intermédiaire des organismes type CESU et Page Emploi maintenant. L'organisme procède donc au prélèvement bancaire des sommes dues par l'employeur après transmission de la déclaration des revenus et des cotises et verse ensuite la rémunération aux salariés. Ça fonctionne très bien. Je l'ai testé personnellement. Voilà pour moi. Pour revenir, oui, Alexis, je vois que vous échangez. En effet, la perte de l'amortissement, elle est sur l'amortissement du bien. L'amortissement des agencements reste bien sûr. Mais il est pointu, cet Alexis. Il est pointu, hein. Elle a été bien formée. Ouais, je vois. Il répond pas quand même. Il n'a pas mis un cœur? Non, il n'a pas mis un cœur. Je comprends pas. Il n'y a plus de respect. Les dispositions applicables aux dirigeants et aux travailleurs indépendants. Alors, concernant le conjoint collaborateur, donc pour rappel, le conjoint collaborateur, c'est quoi? C'est le conjoint donc, du dirigeant
qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise, qu'il ne perçoit pas de rémunération et qui n'a pas la qualité d'associé ou de salarié. Donc, il n'est ni associé ni salarié et il ne perçoit pas de rémunération. Par contre, il a le statut de conjoint collaborateur qui lui permet en fait quoi? Surtout de cotiser, puisque pendant des années, madame a toujours travaillé aux côtés de monsieur, n'a jamais été rémunérée. On verra tout à l'heure que ça peut être un monsieur. Oui, et madame ne cotisait pas du tout à la retraite, elle ne cotisait à rien. Et c'est avéré qu'au moment du départ à la retraite, on se rendait compte que c'était plus compliqué pour madame. Donc, ce statut du conjoint collaborateur avait été mis en place initialement pour ça, pour offrir un statut au conjoint du dirigeant et pour lui permettre de ne pas cotiser, mais sans prendre de rémunération et sans être forcément associé. Cette disposition donc vise les partenaires de PACS, du chef d'entreprise, les conjoints, les partenaires de PACS, mais dorénavant, elles sont également donc ouvertes aux concubins. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous êtes concubin officiellement, c'est une déclaration de concubinage, pas obligatoirement besoin d'être marié ou d'être pacsé. Également, à compter du 1er janvier 2022, donc ça c'est une nouveauté quand même qui est importante, c'est que le statut du conjoint collaborateur ne pourra être conservé que pendant 5 ans. Ce qui veut dire qu'à l'issue des 5 ans, le statut du conjoint collaborateur, il s'arrêtera et il faudra faire un choix entre soit conjoint salarié, donc être salarié, soit être associé et donc d'être TNS. Mais on ne pourra plus rester sous ce statut plus de 5 ans. À noter que les gens qui étaient déjà conjoints collaborateurs avant la réforme, avant le 1er janvier 2022, le délai de 5 ans va courir à partir du 1er janvier 2022 et non pas en tenant compte des périodes précédentes. Concernant les modalités également de cotisation sociale du conjoint collaborateur d'un micro-entrepreneur, elles ont également été simplifiées. Je ne rentrerai pas plus en détail là-dessus puisqu'il n'y a rien de très important. Petit point concernant les principales nouveautés qui portent sur les cotisations sociales. Alors, on va regarder d'abord tout ce qui concerne les attestations de vigilance provisoire. L'attestation de vigilance, c'est la possibilité d'obtenir auprès des organismes sociaux en fait une attestation de quoi tu es bien à jour de tes cotisations sociales et de tes obligations sociales. Le problème qui se pose, ce sont pour les débuts d'activité. Souvent, on nous demande, nous, experts comptables, de faire une attestation pour ceux qui démarrent leur activité, en leur disant qu'ils sont bien à jour de leur cotisation, mais or, ils n'ont pas de cotisation puisqu'ils démarrent leur activité. Et ils n'arrivaient pas à avoir cette attestation de vigilance. Dorénavant, il est prévu qu'une attestation provisoire pourra être délivrée aux travailleurs indépendants qui débutent leur activité et qui ne sont pas encore tenus de déclarer ou de payer des cotisations et des contributions sociales, dès lors que l'activité était régulièrement déclarée et que l'ensemble des formalités et des procédures relatives à la création d'activités ont bien été respectées. Donc, si ces critères, en gros, si la société ou l'entreprise a été correctement constituée, on n'aura plus besoin de faire des attestations d'experts comptables. Il suffira d'aller chercher cette attestation de vigilance provisoire qui tombera automatiquement à la première échéance déclarative, puisque forcément, première échéance déclarative dit paiement du travailleur indépendant, et à partir du moment où il y a paiement du travailleur indépendant, il faudra à ce moment-là qu'il y ait une attestation de vigilance classique et non pas provisoire. Concernant la déclaration en cours d'année d'un revenu sous-estimé, vous le savez, dorénavant, on peut adapter dans l'année, on peut adapter les revenus pour permettre aux travailleurs non salariés de payer leurs cotisations sociales sur réellement les revenus qu'ils ont pris ou qu'ils estiment prendre, et on peut du coup varier ces revenus. Attention, il y avait un risque, c'est que si on sous-évaluait, on prenait des majorations. Cette règle a été supprimée. Dorénavant, il n'y aura plus de majoration si on sous-estime les revenus. Mais c'est gentil, ça. Voilà. Bon, merci, Magali. C'est moi qui fais les textes. L'expérimentation de la modulation des acomptes et des cotisations en temps réel. Alors, ça, c'est quelque chose, pour ma part, que je n'ai pas du tout appliqué.
je pense. On en avait parlé avec un client, mais je crois que finalement, il ne l'avait pas fait. Je ne sais pas si vous l'appliquez dans vos cabinets. Cette expérimentation, elle permettait quoi? Elle permettait à des travailleurs indépendants qui étaient volontaires de moduler les acomptes de cotisation en temps réel. Ça veut dire que chaque mois, ils devaient aller déclarer leurs revenus et du coup, chaque mois, ça un peu comme un auto-entrepreneur qui déclare ses Tout à recettes fait. pour avoir une Un cotisation. peu comme un auto-entrepreneur qui paye tous les mois des cotisations sociales sur la base de ses revenus. Ben, là, il payait des cotisations sociales sur la base du revenu qui était estimé et qui déclare. Et chaque mois, il fait cette déclaration. C'était un test qui a été fait, qui est reprolongé de 2 ans, cette expérimentation, donc qui ira jusqu'au 31 décembre 2023. Également, c'est étendu à compter du 1er janvier 2023 aux TNS qui sont également tout ce qui est professionnels libéraux et conjoints collaborateurs. Jusqu'à maintenant, les professionnels libéraux étaient exclus de ce dispositif. À compter du 1er janvier 2023, ils rentreront également dans ce dispositif. Et également, l'URSSAF va mettre en place un téléservice qui permettra aux TNS concernés par cette expérimentation de faciliter leur déclaration. Alors, c'est à la fois ou mensuel ou trimestriel, et pour pouvoir donc aller modifier plus facilement tous les mois ou tous les trimestres leurs revenus. Donc, en fait, c'est un système déclaratif où tous les mois ou tous les trimestres, sur ce téléservice, vous allez aller déclarer réellement les revenus que vous avez pris et payer les cotisations sociales sur la base de ce que vous avez pris. Il faut en faire la demande auprès de l'URSSAF. Et à ce moment-là, vous pourrez rentrer dans le dispositif. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a, moi personnellement, que j'ai pas vu appliquer chez les clients. Concernant les cotisations de vieillesse des professions libérales, voilà, c'est une petite particularité qui concerne des professionnels qui exerçaient avant le 1er janvier 2018 une activité qui va relever désormais. En fait, c'était des professionnels qui exerçaient des professionnels libéraux qui exerçaient mais qui n'étaient pas affiliés à une caisse de retraite pendant plusieurs années parce qu'ils avaient une absence de reconnaissance légale de leur pratique. C'était le cas, par exemple, des ostéopathes. Ah, d'accord. Voilà. Les acupuncteurs, les trucs comme ça. Voilà. Comme ils n'avaient pas une affiliation, en fait, à une caisse de retraite et qu'ils n'avaient pas une reconnaissance légale, ils n'avaient pas d'affiliation. Donc, ces personnes-là n'ont pas cotisé à la caisse de retraite. Donc, pour ces personnes-là, qui, avant le 1er janvier 2018, exerçaient ces activités et qui maintenant, ils relèvent d'un régime de retraite de base des indépendants, des professionnels libéraux, ils auront la possibilité de racheter des trimestres. Des trimestres qui seront bien sûr déductibles de leurs résultats imposables. Ok. Uniformisation des cotisations, unification du recouvrement des cotisations et des contributions sociales. Donc là, point juste à compter du 1er janvier 2023, toutes les cotisations et les contributions sociales qui sont relatives à l'assurance vieillesse, l'assurance de retraite complémentaire et l'assurance invalidité décès des professionnels libéraux qui sont actuellement affiliés à la CIPAV seront recouvrés par les URSSAF. Donc, tout ce qui est retraite de base, vieillesse de base, retraite complémentaire, invalidité décès, pour ces professionnels libéraux qui étaient affiliés jusqu'à maintenant à la CIPAV, ben, c'est l'URSSAF qui va recouvrer. Donc, pour rappel, c'est quoi comme activité qui relève de la CIPAV? C'est les psychothérapeutes, les psychologues, les experts devant les tribunaux, les architectes, les artistes qui ne relèvent pas de la maison des artistes. Ok. Eric, à toi. C'est à moi, oui, une petite modification pour les professionnels, là. Pour les travailleurs indépendants. Bon, il y avait actuellement donc, les travailleurs indépendants qui cessent de remplir les conditions d'activité normalement requises pour bénéficier des indemnités journalières peuvent continuer à en bénéficier temporairement pendant 12 mois. Ce maintien exceptionnel n'est pas applicable si le travailleur exerce une nouvelle activité professionnelle lui permettant de remplir les conditions d'ouverture de droit. Donc en fait, c'était illogique. Du coup, ces indemnités journalières étaient recalculées et en cas de maternité, par exemple, il avait des IJ minimales et en cas de maladie, il avait des IJ nulles.
Donc là, à compter du 1er janvier 2022, le maintien des droits aux indemnités journalières maladie est élargi pour les travailleurs indépendants qui reprennent l'activité, même lorsque le calcul des prestations indique une indemnité nulle. Je trouve que dans la logique, c'est relativement normal. Hein. Tu arrêtes, tu recommences à travailler, on ne va pas remettre le compteur à zéro, on va essayer quand même de te permettre de continuer à toucher tes droits. Donc, deux choses importantes, même si on recommence, on a les droits qui sont les IG normaux, et après avoir arrêté son activité, comme pour les salariés, on a le maintien pendant 12 mois. Une deuxième mesure qui est arrivée l'année dernière, hein, pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui intervenant plus tôt mais étaient prévues à côté de cette date, la durée du congé de paternité ouverte aux salariés passe à 25 jours calendaires. C'est une profonde modification, hein, puisqu'on était avant à 11 jours, ou à 32 jours calendaires s'il y a des naissances multiples. Donc ça commence à faire du bruit. Hein. Donc, du bruit. Un petit clin d'œil pour Mathieu Ribaud et ses premières naissances. Et bienvenue à Axel, à son troisième enfant. Donc la loi de finances de 2022 applique désormais les durées de congé paternité et de congé d'adoption applicables aux salariés, au père collaborateur libéral. Donc il y a aussi l'époux du conjoint collaborateur, ainsi qu'au conjoint ou concubin collaborateur libéral de la mère et au collaborateur libéral pour le congé d'adoption. Qui c'est qui va? Bonjour. Bah oui, forcément. Oui. Non, mais par contre, vous n'avez pas lu, il y a une astérix en fait dans la loi qui dit qu'en période fiscale, ça ne marche pas. Ouais. Il y a même un obélisque. Voilà. Il y a un obélisque. Et en fait, vous ne l'avez pas bien vu, c'est dommage. Vous avez signé, il ne fallait pas signer. Il fallait mieux lire les textes, désolé. La prochaine slide, ça rattache à la crise sanitaire. Hein. Donc, on a vu que pendant la crise sanitaire, il y a des travailleurs indépendants qui ont un petit peu souffert, et qui n'ont pu avoir des cotisations retraite et faire le plein de leur trimestre, surtout dans les secteurs S1 et S1 bis. Donc, ces professionnels pourront bénéficier au titre de chaque année considérée d'un nombre de trimestres correspondant à la différence. Et je ne vous fais pas la différence, hein, parce que d'une part, le nombre annuel des moyennes à faire un jour, ils vont pouvoir rattraper les trimestres sur lesquels ils n'ont pas cotisé parce qu'ils n'ont pas eu de revenus ou pas eu d'activité. Et du coup, ils vont, au lieu d'avoir un trou dans leur relevé de carrière, s'ils remplissent les conditions, dans ces cas-là, ils auront leur 4 Donc ça, c'est très intéressant quand même. Hein. Et bon, on touche du doigt les problèmes sanitaires et les conséquences sur la loi de finances, même si tout ne passe pas par la loi de finances. C'est moi qui reprends la suite. C'est toi qui reprends la suite. Donc là, on avait fait le volet particulier, TNS. Maintenant, on va passer sur le volet les dispositions qui sont applicables aux entreprises. Je vous ai mis, à titre de rappel, on vous a mis donc le taux d'IS. Donc, petit rappel que pour 2021, le taux d'IS est passé, donc toujours pour la partie inférieure à 38 120, il est resté à 15%. Pour la partie supérieure à 38 120 €, à condition de respecter les conditions, il est à 26,5. Attention dans les conditions, nouveauté qui est applicable dès le 1er janvier 2021. C'est-à-dire qu'avant, dans les conditions, il fallait que le capital soit entièrement libéré, il fallait au moins que la société soit détenue par 75% par des personnes physiques et il fallait que le chiffre d'affaires de la société soit inférieur ou égal à 7 630 000 €. Ce chiffre a été rehaussé à 10 millions d'euros, ce qui veut dire que dorénavant, les sociétés qui font moins de 10 millions d'euros pourront bénéficier du taux réduit de 15%, alors même qu'avant, elles n'en pouvaient pas en bénéficier si elles dépassaient les 7 millions. On a des petits problèmes de connexion en externe. Je vois des messages avec des personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Donc, je ne sais pas si est-ce que peut-être Laetitia peut prendre contact ou essayer de se connecter avec eux. On a deux... Oui, c'est Marion. Une problématique de connexion. Ouais. Je suis vraiment désolé, nous, on n'a pas la main là pour pouvoir faire quelque chose, mais on va essayer de voir avec Laetitia. Laetitia, si vous nous entendez, vous pouvez aller voir Olivier qui puisse contacter les clients. Apollo ici, ici Houston.
Donc, taux à 26,5. Le taux pour 2022 passe maintenant à partir... Ils ont pris en charge le problème. Merci Vanessa. Nous avons été entendus. Donc, à partir du 1er janvier 2022, le taux d'IS passe à 25%. Petit aparté, petit rappel pour les équipes qui sont ici. Pour ceux qui ont déjà sorti des bilans et qui envoient des liasses sur les millésimes N-1, attention si vous avez un taux d'IS supérieur à 38 120 €. Ah, ils sont très réactifs, ça, on peut dire. Et ouais, on est performants. Ah ouais, c'est très, très attention, le taux en 2020 était à 28 et en 2021, il est passé à 26,5. Ouais. Donc, vous allez avoir un taux d'IS qui est pas le bon dans la bonne case. Ouais. En tout cas, on voit là, on arrive au bout du process. En 2022, on a 2 taux maintenant uniques sur l'ensemble des déclarations. Le 15 pour 5 ans, il peut s'appliquer, sinon tout est à 25%. Et attention à ces histoires de 10 millions. Parce que c'est applicable dès le 1er janvier 2021. Donc, sur les clôtures que vous êtes en train de faire, un client qui n'avait pas le droit l'année d'avant auto-réduit, parce qu'il dépassait 7 600 000, s'il est inférieur à 10 millions, il aura le droit auto-réduit. C'est dingue. Délai d'option pour le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu. Alors, au lieu de vous lire le texte qui est imbuvable et difficile à comprendre, je vous propose directement de vous présenter un tableau que j'espère que vous voyez bien. Alors, comment faut-il le lire? Pour répondre à Anaïs, Amandine, pardon, le module Quadra est bien à jour. Le taux d'IS se calcule bien. C'est l'alias. C'est l'alias qui pose problème. Cadeau, Amandine, cadeau. Donc, à partir, donc, vous savez, alors je ne sais pas si vous connaissiez, mais il existe plusieurs régimes, donc ça je sais que vous connaissiez. Il existe le régime des micro-BIC, micro-BNC, donc ils sont un régime micro avec des abattements forfaitaires, et à côté de ça, il existe les régimes réels tels que vous les connaissez puisque vous faites les bilans sur ces bases réelles, qui peuvent être des réels simplifiés, des réels normales. Quand vous êtes en régime micro, vous avez la possibilité de passer selon le régime du réel normal, soit parce que vous dépassez les seuils, soit parce que c'est plus intéressant et que vous souhaitez basculer selon le régime du réel normal. En micro-BIC, pour pouvoir opter pour le régime du BIC, donc réel normal, simplifié ou normal, peu importe, dans les anciennes règles, vous deviez faire cette option avant le 1er février de l'année N. Donc, ce qui veut dire que si vous étiez très limité dans les délais pour opter, parce que vous deviez au plus tard au 1er février de l'année N faire l'option. Dans les nouvelles règles, vous pouvez faire l'option dans le délai de dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de N-1. Ce qui veut dire que vous pourrez faire option, par exemple là, jusqu'au 15 mai 2022, vous allez pouvoir faire l'option d'un passage au titre du régime du réel pour les années 2021. C'est pour tout le monde comme ça. Hein. C'est pour tout le monde. Je ne sais pas pourquoi tu as mis mai-juin, mais c'est mai, quoi. Parce que c'est pas moi qui l'ai mis, mais parce que ça fait 2 ans qu'on se termine une période fiscale au... Ah ben voilà, tu demandes déjà des délais, quoi. Ah non. Voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont mis mai juin, mais officiellement, la date de cette année, pour l'instant, elle est au 15 mai. Donc là aussi, une uniformisation pour les BA, les BNC, les BIC, c'est assez bien. Voilà. Après, quand vous étiez en création en entreprise nouvelle, vous deviez faire l'option pour passer au régime du réel dans les 15 jours du début d'activité. Ouais. Et des fois, le problème, c'est qu'on se retrouvait avec des clients qui s'étaient mis au micro par défaut parce qu'ils n'avaient pas capté, et alors qu'il aurait mieux fallu qu'ils soient réels. Et quand ils venaient nous voir, c'était trop tard pour passer au réel. La plupart du temps, quand même, les impôts l'acceptaient. Donc, au lieu de faire une demande aux impôts, maintenant, de toute manière, vous aurez jusqu'au dépôt de la déclaration en juin N+1 pour faire l'option au titre de l'année N. Très bien. Concernant les renonciations, par contre, là, en sens inverse, avant, vous aviez jusqu'au 1er février N+1 pour passer au régime du micro. Maintenant, vous aurez jusqu'au dépôt de la déclaration de résultat de N, souscrite en mai N+1. Maintenant, on n'a plus que cette date de dépôt de déclaration. C'est le dépôt de la déclaration. Donc, les options. Si on renonce ou si on opte. Voilà, les options se passeront au moment du dépôt de la déclaration. Ça, c'est simple. Ensuite, l'exonération des plus-values professionnelles. J'en ai parlé tout à l'heure, je pense que je vais le repasser très rapidement, mais pour rappel, c'est l'abattement des 500 000 € avec
une exonération de toutes les fonctions et qu'il faut avoir pris sa retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Dans ce cas, le délai de départ à la retraite est porté à 3 ans. On va le voir dans un tableau après, mais cette slide sur l'évaluation, sur l'exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite s'applique aussi bien pour l'abattement des 500 000 € que pour l'article 151 septies A, qui est sur les départs à la retraite des entreprises individuelles. Un petit mot pour l'allocation gérance. Un petit mot pour l'allocation gérance, mais ce n'est pas là l'allocation gérance, c'est après. C'est après? Oui. Je t'aurai un jour. Alors, petit rappel aussi, par contre, l'abattement des 500 000 € ne permet d'exonérer que l'impôt sur le revenu. Oui, pas la CSG. Pas la CSG, CRDS. N'exonère que les 12,8 ou le barème de l'IR, parce que vous pouvez aussi avoir le barème de l'IR, mais n'exonère pas, de toute façon, rien n'exonère la CSG, CRDS, les 17,2 sont toujours La cession de résidence principale. la cession de résidence principale, tout à fait. Alors, pour moi, c'est quasiment un des seuls textes importants, intéressants. Merci pour nous. Hein. Oui, là. C'est clair, hein. On se casse. De cette loi de finances, c'est le fameux article 238 quindecies qui permettait d'exonérer, donc en cas de les plus-values professionnelles, que ça soit, donc le texte de 238 quindecies s'applique aussi bien à l'impôt sur le revenu qu'à l'impôt sur les sociétés. À l'impôt sur les sociétés, il faut faire une cession d'une branche complète d'activité. À l'impôt sur le revenu, on va être sur une cession de fonds. À l'impôt sur les sociétés, au final, on est sur une cession de fonds. Mais il faut qu'on relève de la définition d'une branche complète d'activité. Comme vous le saviez, pour pouvoir bénéficier de 238 quindecies, il fallait non seulement avoir exercé au moins pendant 5 ans et ne pas avoir de lien de dépendance avec la société dans laquelle le fonds de commerce était vendu. Donc, il fallait en gros sortir définitivement de l'activité. L'article 238 quindecies permettait d'exonérer les plus-values totalement jusqu'à 300 000 € et partiellement entre 300 et 500 000 €. La loi de finances est venue modifier ce texte et porte l'exonération de la plus-value à 500 000 € et une exonération partielle entre 500 et 1 million d'euros. Ce qui veut dire que donc là, c'est très important, ce qui veut dire que toutes les cessions de fonds de commerce, faisons simple, que ce soit à l'IR ou à l'IS, d'une valeur inférieure à 500 000 € seront dorénavant exonérées de plus-value. Et non plus, donc, par exemple, à l'IS, seront exonérés d'impôt sur les sociétés. Mais par contre, et entre 500 000 et 1 million seront exonérés partiellement, selon le calcul que vous connaissez, de faire la différence entre les 1 million et les 500 000 et d'appliquer ça. Concernant la location-gérance, également, le texte a été assoupli. Avant, pour pouvoir bénéficier, donc quand vous étiez le locataire-gérant, pour pouvoir bénéficier de l'exonération quand vous étiez le propriétaire du fonds, il fallait pouvoir justifier d'avoir exercé au moins 5 ans avant de mettre le fonds en location-gérance. Et surtout, il fallait gérer et il fallait céder au profit du locataire gérant. Vous ne pourriez pas bénéficier de cette exonération de cet article 238 quindecies si vous avez cédé le fonds à une autre personne. La loi de finances enlève cette condition. Dorénavant, peu importe à la personne à laquelle vous vendez le fonds, à partir du moment où vous avez exercé 5 ans avant, vous pouvez tout à fait bénéficier de l'exonération. Si tu vends tout, bien sûr. Et si tu vends tout, bien sûr. Ici, donc, on vous a mis un petit tableau assez récapitulatif qui reprend l'ensemble des textes. Alors, je trouve que si on pouvait le rendre plus perfectible, il manque les conditions dans lesquelles il s'applique, puisque pour rappel, le 151 septies qui exonère en fonction des recettes, lui, ne s'applique que à l'IR. Et pour rappel, par contre, on a tendance à l'oublier, le 151 septies s'applique à l'IR, mais il s'applique aussi bien en cours de vie sociale qu'au moment de la cessation d'activité. C'est-à-dire que si vous cédez ne serait-ce qu'un actif immobilisé en cours de vie, donc une voiture, du matériel, si vous êtes en dessous des seuils de recettes, qui sont donc de 350 000 € des 2 années civiles, 350 000 € pour les activités agricoles,
la vente ou la fourniture de logement et 126 000 € pour les prestations de services. Si vous êtes en dessous de ces seuils, la plus-value sera exonérée d'impôt sur le revenu à condition d'avoir exercé au moins l'activité professionnelle pendant 5 ans. C'est quelque chose que vous revoyez souvent. Ici, donc, on parle du 238 quindecies qui, lui, s'applique autant pour la vente ou l'apport d'une EI, mais également pour la vente ou l'apport d'une branche complète d'activité. Là, on voit bien la modification du texte. On voit bien la modification du texte. Donc, c'est pour la location de gérance, c'est bien activité exercée pendant au moins 5 ans et la cession au profit de toute personne et non plus qu'au profit du locataire gérant. Et on voit bien que dorénavant, toujours durée minimale d'activité de 5 ans et que les éléments transmis doivent être inférieurs à 500 000 ou entre 500 000 et 1 million. Le 151 septies A, le 151 pardon, septies A ne s'applique que pour les départs à la retraite pour les entreprises à l'IR. À ce moment-là, vous allez pouvoir bénéficier d'une exonération de la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu et non pas au titre de la CSG-CRDS. Les mêmes règles, c'est en cas de location-gérance au profit de toute personne et non plus au profit du locataire gérant. Et au niveau de la durée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir exercé pendant au moins 5 ans, une absence de contrôle de l'entreprise, une cessation de toutes les fonctions. Donc ça, attention, si on a eu le cas dans le feed actu il y a 15 jours, une jurisprudence qui disait que, et une mise en responsabilité de l'expert comptable, qui n'était pas allé informer son client qu'il fallait cesser toute fonction. À l'issue du départ à la retraite, il a bénéficié de l'abattement de 500 000 € et 6 mois après, il refaisait un contrat de travail pour reprendre des fonctions dans l'entreprise. Ça remettait en cause donc l'abattement des 500 000 €. Donc attention aux cessations de fonction et la nouveauté de la loi de finances, c'est une cession max, avant c'était 2 ans, dorénavant ça sera 3 ans pour les retraites prises entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021. Je vous le passe, en tout cas pour le 238 quindecies, c'est ce qu'on vient de se dire là. Pensez aux possibilités de cumul. Alors déjà, c'est applicable dès 2021. Pensez aux possibilités de cumul. Vous pouvez cumuler un 238 quindecies à un 151 septies A. Pensez aussi que des fois, il vaut mieux passer sur le 238 quindecies, même si c'est un départ à la retraite, ce qui permet d'exonérer la CSG-CRDS, que d'utiliser le 151 septies A, parce que c'est un départ à la retraite, mais vous exonérez que l'IR et vous exonérez pas la CSG-CRDS. Donc, il vaut mieux des fois faire attention. C'est pas parce qu'on est en départ à la retraite qu'on doit automatiquement appliquer le 151 septies A. On peut pouvoir appliquer le 238 qui est plus intéressant, puisqu'il permet d'exonérer la CSG-CRDS. Très clair. Ici, donc, c'est des petits cas qui ont été mis en place. Alors, je vous les donne. En tout cas, le point important, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de précision de l'administration fiscale sur ce sujet-là. On attend qu'il confirme ces hypothèses. Donc, la première hypothèse, c'est le cas où la cessation des fonctions intervient après la cession. Donc, j'ai un départ à la retraite en 2019, en septembre 2019. Je cède les fonctions en octobre 2021 et je fais la cession, excusez-moi, en octobre 2021. Et je cesse toutes les fonctions avant le délai de 3 ans. Est-ce que, donc, ils ont l'air de dire qu'on pourrait bénéficier de l'abattement des 500 000 € ou de l'exonération pour départ à la retraite, puisqu'on est dans les 3 ans, confirmé par l'administration fiscale. Concernant l'autre cas, c'est où la cessation des fonctions intervient avant le départ à la retraite. Sophie nous propose de donner ce tableau au cabinet de notaries. Je pense que Sophie, les notaries, ce sont les notaires notaries. Au cabinet de notaire, elle a écrit. Ah, elle vient de changer. Elle vient de changer, là. Tricheuse. Je pense que Sophie a eu un problème avec un notaire. Elle a eu un problème avec un notaire. Il faut qu'on en parle. Alors, les notaries, c'est à côté de chez toi, là. C'est à les peines, non? C'est ça? C'est ça. Donc là, c'est le cas où la cessation des fonctions intervient avant le départ à la retraite. Là, une nouvelle fois également, ils auraient l'air de dire qu'on pourrait bénéficier de l'abattement des 500 000. Donc à suivre en tout cas, parce que c'est tout neuf, voilà. Et à suivre. Et l'autre cas, c'est où la cession des fonctions intervient entre les deux. Ouais. Et là également, on pourra en bénéficier, mais
faut-il que l'administration fiscale se positionne sur ces points? Allez, je donne la parole à Eric sur c'est vrai, un sujet également très important de cette loi de finances. Toi, tu parles de sujets importants. Moi, je parle de sujets super importants. Voilà. Alors, une fenêtre de tir s'ouvre à nous et à nos clients. Effectivement, moi, je vous rappelle qu'actuellement, il est possible d'amortir comptablement les fonds de commerce. Il y a une durée d'utilisation limitée et les fonds de commerce acquis par des petites entreprises. En mémoire, une petite entreprise, c'est une structure, c'est quand même intéressant. Une petite entreprise, c'est une structure qui a 2 des 3 seuils suivants, 50 salariés, 8 millions, inférieur à 8 millions de chiffre d'affaires et inférieur à 4 millions de total de bilan. Donc ça regroupe pas mal d'entreprises. Toutefois, bien sûr, les amortissements comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Voilà. Donc, bon, c'est peu utilisé par nos clients. C'est peu utilisé, pardon, parce qu'on a toujours eu tendance à caler la fiscalité sur la comptabilité, en fait. Oui, exactement. Donc, il faut savoir que chez les anglo-saxons, c'est totalement différent. Donc, ça pêche, bien sûr, pour nos investissements quand on achète un fonds de commerce, puisqu'après, quand on rembourse l'emprunt, le remboursement de la dette ne passe pas en frais. Et on se retrouve avec des résultats qui ne correspondent pas au cash flow dégagé par l'entreprise réellement sur l'exercice. Donc, là, il y a vraiment une innovation, puisqu'il y a une fenêtre de tir qui va s'ouvrir pour l'acquisition des fonds de commerce, exclusivement des fonds de commerce, entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Donc, il y a 3 ans sur lesquels, pour le moment, par mesure d'observation, puisqu'il y aura un rapport qui sera remis au bout du compte, pour voir si ça a stimulé les cessions de fonds au sein en France. Donc, on va avoir donc la possibilité d'amortir pendant 10 ans, sur une durée de 10 ans, les fonds de commerce acquis. Et bien sûr, après 2025, on n'aura plus le droit d'initier la mesure, mais la mesure continuera pour les amortissements qui auront été inscrits en comptabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. On a peu de textes. Ce sont les seuls que l'on a pour le moment. Donc on va attendre un petit peu que coule de l'encre à ce sujet. Si on ment à soi-même, on n'a pas de précision. Eh non, voilà. Donc, parce que bien sûr, on est un petit peu des coquinous. Et donc, on essaye de voir s'il y a la possibilité pour l'entreprise, pour nous, pour nos clients, de faire ce qu'on fait souvent sur les immeubles, c'est-à-dire de racheter ses propres immeubles par une autre structure et de pouvoir bénéficier. En gros, de régénérer. Voilà, j'ai le cas chez un client, je ne l'ai pas fait pour ça. Donc aujourd'hui, mais est-ce que je vais pouvoir bénéficier de la marge? Aujourd'hui, le texte n'interdit rien. Donc on va voir, on va laisser passer un petit peu. Et ce qui est sûr, c'est que, oui, Alexis, LBO, mais ce qui est sûr, c'est que donc on achète des fonds, on n'achète pas des parts sociales. Donc c'est très important. Autre mesure qui est assez déroutante, avons-nous une durée, c'est amortissable sur 10 ans. Si c'est quelle durée? C'est quelle durée, Alexis? Alexis, c'est quelle durée? C'est bien qu'ils n'aient pas la parole. Ouais, c'est vrai. Mais même sans la parole, il sait écrire, quoi. Ça, c'est quand même un problème, quoi. Un autre truc qui est assez déroutant, c'est l'option à l'IS des entrepreneurs individuels. Alors, pour la faire simple, je vous rappelle que il y a quelques années est apparu l'EIRL. Donc, on a essayé de protéger le patrimoine du commerçant ou de l'artisan sur un modèle qui n'a pas forcément bien marché, qui s'appelait l'EIRL, donc une sorte de société, un Canada Dry de société. Donc, en sachant qu'avant existait quelque chose qui était la déclaration d'incessibilité. Il fallait aller chez un notari et faire une déclaration d'incessibilité. Mais donc, du jour au lendemain, cette déclaration existait toujours chez le notari, mais elle était remplacée normalement par l'EIRL. Bon, maintenant, on nous apprend qu'en gros, l'EIRL disparaît. Out l'EIRL, et on va se tourner vers l'entreprise individuelle en essayant de protéger et de renforcer la protection directe de l'entrepreneur individuel. Donc, c'est quelque chose, une démarche qui je trouve, qui est plus intéressante. Et on va ouvrir la possibilité à l'entreprise individuelle d'opter pour l'IS.
Donc, ça sera sur les CERFA, au moment de la création, de la déclaration de la personne. Oui, mais je pense qu'après, on pourra opter aussi jusqu'à mai de l'année d'après, peut-être, pour un changement de modèle. En tout cas, attention, l'option est irrévocable. Ça, par contre, ils ont vite fait le texte, ils l'ont bien rajouté. Donc, job pour l'IS, c'est pour la VIRA. On ne pourra pas revenir en arrière. Donc, il faudra bien faire attention, mais effectivement, on va avoir. En fait, c'est simplifié, c'est plus. C'est simplifié, on ne passe plus par une URL ou une EARL, on peut directement passer par l'entreprise individuelle pour opter pour l'IS. Je croyais que maintenant aussi, à partir du moment où on crée une I, de toute manière, c'était une IRL avec la protection, la déclaration d'affectation des. Oui, voilà. Oui, ça c'était bon. Mais enfin, donc, on est en train de créer un petit peu, là pareil, on va attendre un petit peu le retour de l'administration fiscale, parce que l'idée n'est pas mauvaise, mais en fait, ça fait un peu de confusion avec tout ce dont on vient de parler. Donc ça, ce sont vraiment les deux textes importants, les trois textes des mesures fiscales de cette année, l'option pour l'IS, je trouve que c'est relativement intéressant. Magali Marot, c'est moi. T'aimes bien les jeunes entreprises innovantes, toi? Ouais, les jeunes entreprises innovantes, donc pour rappel, une jeune entreprise innovante, elle est qualifiée à partir du moment où elle répond à la définition des petites et des moyennes entreprises. Donc c'est 250 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires et 43 millions de total bilan. Et jusqu'à présent, il fallait qu'elle ait été créée pendant au moins 8 ans. Dorénavant, le texte a compté du 1er janvier 2022, la loi de finances passe ce délai de 8 ans à 11 ans. Et il faut surtout qu'elle réalise des dépenses de recherche et de développement, donc qui représentent des dépenses de recherche au moins, qui représentent au moins 15% des charges déductibles. Donc ce statut de JEI, on l'a pour toutes les dépenses de recherche. Et le point important, c'est qu'avant, il fallait que la société ait une existence de moins de 8 ans. Dorénavant, avec la loi de finances, à compter du 1er janvier 2022, le délai est passé à 11 ans. Crédit d'impôt formation. Donc, pour les heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022, le montant du crédit d'impôt est doublé pour les entreprises qui satisfont à la définition de micro-entreprise au sens de la réglementation européenne. Donc, micro-entreprise au sens de la réglementation européenne. Alors, c'est fou parce qu'il y a plein de petites et de micro-entreprises et c'est jamais les mêmes seuils. Donc là, en l'occurrence, c'est au moins 10 personnes et dont le total du chiffre d'affaires annuel et le total du bilan n'excèdent pas 2 millions. Ce qui veut dire que s'il y a un chiffre d'affaires annuel, un total bilan inférieur à 2 millions et moins de 10 personnes, vous allez pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt pour le dirigeant qui va être doublé. Et ça s'applique aux heures de formation qui sont effectuées à compter du 1er janvier 2022. Pour rappel, le crédit d'impôt, c'est le nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation fois le taux horaire du SMIC. Crédit d'impôt innovation. Ce crédit d'impôt innovation, il a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. En général, il va de pair avec le CIR, avec le crédit d'impôt recherche. Donc, il a été prolongé il s'applique donc à tout ce qui est petites et moyennes entreprises au sens de la réglementation européenne, qui exercent une activité industrielle, commerciale, agricole et qui, en fait, justifient de dépenses d'innovation. Ils ont droit à ce crédit d'impôt spécifique. Ce crédit d'impôt qui sera porté à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024 à 30% au lieu de 20% pour les investissements faits en métropole et à 60% pour l'outre-mer au lieu de 40%. Eric. Oui, là, simplement un petit mot. On a un bon nombre de dispositifs fiscaux de faveur sur le territoire. Il y en a qu'on connaît un peu, il y en a d'autres qu'on connaît beaucoup moins. Donc, il y en a qui correspondent à des exonérations d'impôts sur les bénéfices, d'autres d'exonérations de CFE, d'autres d'allègements de taxes foncières. Il y a aussi des exonérations de cotisations sociales patronales applicables à certaines entreprises qui s'implantent dans des bassins d'emploi redynamisés.
Il y a des communes qui sortent, notamment de montagne, qui sortent de la liste des classements en zone de revitalisation rurale. Il y a la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Bon, il y a tout un chapelet de dispositifs qui sont assez avantageux et qui courent depuis certaines depuis 2007, comme la ZAFR, depuis 2011 pour les ZFU. Tous ces dispositifs, la quasi-totalité de ces dispositifs s'arrêtait au 31 décembre 2022. Et donc, pour donner un peu plus de visibilité à l'ensemble de ces dispositifs, ils ont été prolongés tous d'un an, jusqu'au 31 décembre 2023. Ils sont prorogés de toute façon chaque année. Ouais, là ils ont fait d'un coup pour tout le monde, on est clair, tous les dispositifs ont été recalés sur la même durée de terme. Est allongé aussi d'un an le classement des communes en bassin urbain marginalisé, les communes en zone de développement prioritaire, les communes en revitalisation rurale. Voilà. Donc tout le monde est calé sur le 31 décembre 2023. Après, ça va, il n'y aura plus rien. Ça, c'est une information importante. Ça, c'est une information importante, même si elle ne fait que 4 lignes. C'est l'article 30 de la loi de finances de 2022. Donc, pour les acomptes à compter du 1er janvier 2023, donc c'est l'année prochaine, c'est pas cette année. Donc, en principe, pour les livraisons de biens, sauf exception, la TVA n'est exigible qu'au moment de la livraison. Donc, désormais, en cas de versement d'un acompte avant la livraison, la TVA sera exigible au moment de l'encaissement des acomptes à concurrence du montant encaissé. On est en train d'avancer doucement vers la facture électronique. Doucement, on vient vers les flux, vers la taxation de la TVA. Et ça, c'est important parce que jusqu'à maintenant, on ne ressortait la TVA que sur les acomptes de prestations de services, mais pas sur les acomptes de livraison de biens. On attendait la facture. Exactement. Dorénavant, il faudra être vigilant parce que la TVA devra être reversée à l'État, même sur les acomptes de livraison de biens. C'est quand même bien que qu'on soit prévenu un an à l'avance. Hein. À compter du 1er janvier 2023. Donc, on a un an pour voir venir. On passe la parole à Pauline. Ouais, ça fait un moment qu'on ne t'a pas entendu. Ouais, bah oui. Taxe d'apprentissage, petite pensée au service paye. Ouais, le sujet préféré du service paye. Taxe d'apprentissage. L'ordonnance de juin 2021 relative au financement de la formation professionnelle prévoyait que les OPCO se chargeaient pour 2021 du recouvrement des différentes contributions relatives à la formation professionnelle, à l'apprentissage et au financement du CPF pour les CDD, ainsi que du solde de 13% du produit de la taxe d'apprentissage. La loi de finances 2022 supprime la référence au recouvrement du solde de 13% du produit de la taxe d'apprentissage. Et pour faciliter la transition entre les anciennes et les nouvelles périodicités de recouvrement du solde, et pour sécuriser les établissements qui bénéficiaires de ce solde jusqu'à maintenant, la loi de finances instaure un régime transitoire, leur garantissant le versement d'un montant équivalent à ce solde. Et dans ce cadre-là, le solde de 13% est versé directement au bénéfice des formations, structures et établissements listés par la loi, dont je vous fais grâce de vous listez l'ensemble des établissements et structures qui seront concernés. Vous pourrez bien évidemment les retrouver dans le document qu'on vous remettra ensuite. Les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer cumulativement ou alternativement les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales, technologiques et professionnelles, et les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022, sous forme d'équipements et de matériel conformes aux besoins des formations dispensées. On attend encore un décret pour préciser ce dispositif. Et là, bientôt, l'année prochaine, ça passera en DSM. En DSM. Pour le plus grand plaisir des services payés. Ouais. Pour le financement de la formation professionnelle, l'article 121 de la loi apporte diverses précisions sur la situation de catégories particulières de redevables des différentes contributions dédiées au financement de la formation professionnelle et de l'alternance.
dans le cadre justement de ce transfert du recouvrement de ces contributions aux organismes sociaux à compter du 1er janvier 2022. Le texte du Code du travail prévoyait déjà qu'un certain nombre d'employeurs étaient exemptés de ces contributions. La loi de finances 2022 vient inclure dans la liste de nouveaux organismes exemptés, notamment tout ce qui est établissements de santé, médico-sociaux, etc. Les mutuelles sont désormais exonérées de taxes d'apprentissage. Pour les entreprises de travail temporaire de plus de 11 qui avaient un taux spécifique à 1,30, on revient au taux de droit commun à 1%. Les entreprises du bâtiment et des travaux publics sont eux aussi redevables de taux spécifiques. Le principe étant que ces taux doivent normalement être fixés par négociation et via un accord collectif national, ou à défaut, on renvoie à un article du Code du travail qui différencie si l'effectif est de plus ou de moins de 11 salariés. Désormais, d'ailleurs, pour la détermination de l'effectif dans les sociétés de bâtiments et de travaux publics, on ne prendra plus en compte l'effectif moyen sur l'année, mais un effectif calculé conformément à l'article L130-1 du Code de sécurité sociale, mois par mois. Petit point également sur les médecins remplaçants à la retraite et les étudiants en médecine qui sont désormais exonérés de la contribution des travailleurs indépendants au financement des formations professionnelles. Merci Pauline. Il y a encore un petit point. Sujet de taxe d'apprentissage et de formation professionnelle compliqué et pas forcément simple à vous expliquer de manière synthétique et rapide. Donc, vous avez les grandes lignes. Sinon, on vous renvoie au doc qu'on vous remettra après. Sur les dispositifs simplifiés que certains employeurs peuvent utiliser, type TD ou CEA, chèque emploi associatif, actuellement, s'ils décident d'utiliser ces dispositifs, c'est pour l'ensemble de leurs salariés. À compter de 1er janvier 2024, on pourra, cette précision de l'ensemble des salariés est supprimée. Et donc, il sera possible d'utiliser TZ ou CESA pour une partie seulement des salariés. Merci. Donc, on va faire un petit focus sur le Covid, le coronavirus. Donc, petit rappel sur le fonds de solidarité. La durée d'intervention du fonds de solidarité, elle est prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Et le décret prévoit encore qu'elle pourrait être prolongée d'une durée maximum de 6 mois. Donc là, aujourd'hui, maintenant, le gouvernement tâtonne avec le fonds de solidarité en fonction de ce qui se passe et des fermetures ou pas par rapport au virus. Pour rappel, en tout cas, n'oubliez pas. Tout est ouvert maintenant depuis mercredi. Là. Depuis mercredi, tout est ouvert, mais ce qui n'empêche qu'il y avait quand même des baisses d'activité. N'oubliez pas qu'il existe d'autres aides. Il y a le fonds de solidarité, mais vous avez aussi l'aide de renfort, vous avez aussi la nouvelle aide qui remplace le fonds de solidarité. Concernant le prêt garanti de l'État, également, donc l'octroi du PGE est possible jusqu'au 30 juin 2022, au lieu du 31 décembre 2021. Donc, à aujourd'hui, si vous pouvez encore souscrire un PGE jusqu'au 30 juin 2022, bien sûr, à condition d'avoir de l'argent, puisque les banques en ce moment ne prêtent qu'aux gens qui ont besoin d'un PGE et qui ont de l'argent. Et ceux qui ont des difficultés, c'est plus compliqué pour obtenir un PGE. En tout cas, il est prolongé de 6 mois jusqu'au 30 juin 2022. Pensez aussi que dans certains cas particuliers, dans certaines conditions, si vous avez des difficultés, il y a la possibilité d'étaler le PGE sur 10 ans en faisant une demande et en remplissant les conditions. Activité partielle, la pérennisation de certaines mesures qui sont apparues pendant la crise du coronavirus, le gouvernement a décidé finalement que c'était pas si mal et que du coup, on allait les insérer dans le Code du travail. Sont concernés notamment par cette pérennisation des mesures, tout ce qui est relatif à l'activité partielle des cadres dirigeants,
Pour rappel, un cadre dirigeant, pour pouvoir bénéficier de l'activité partielle, il faut la fermeture partielle ou totale de son établissement. Et toutes les dispositions relatives notamment aux particularités du temps de travail, donc pour les salariés qui sont en forfait jour, forfait heure, les salariés qui ont des heures supplémentaires structurelles, les salariés qui n'ont pas de durée du travail et les salariés qui sont en contrat d'apprentissage et de professionnalisation. Ces dispositions s'appliquent quel que soit le régime d'activité partielle mis en œuvre, de droit commun, les personnes vulnérables, mais également en cas d'activité partielle longue durée. En plus de la pérennisation, on a aussi une prolongation de certaines mesures jusqu'au 31 décembre 2022. Certaines dispositions prises, pareil, dans le cadre de l'épidémie sont prolongées, à savoir l'accès au régime d'activité partielle de salariés de droit privé pour certains employeurs publics, des salariés dont l'employeur n'ont pas d'établissement en France, mais qui sont soumis pour ces salariés à des obligations de déclaration et de versement de contributions et de cotisations sociales, et les salariés de régie qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontée de ski et cure thermale notamment. Concernant les arrêts maladie et compléments employeurs, la loi de finances de sécurité sociale prévoit de prolonger jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2022 la suppression du délai de carence pour le maintien des salaires par l'employeur en cas de congé maladie en lien avec le Covid. Oui, parce que pour rappel, le délai de carence des 3 jours ne s'appliquait pas si le salarié était Covid ou que c'était en lien avec le Covid. Et voilà. Ce qui il pose y avait le maintien du salaire par l'employeur, ce qui pose une difficulté pour la paye, savoir si c'est bien. Le délai de carence, parce qu'on parle de 2 jours. Mais ouais, je sais pas pourquoi. C'est 3 jours. C'était 3. Normalement, le délai de carence, c'est 3 jours. Il y a peut-être une petite erreur sur. Ce qui pose notamment des difficultés pour la paye quand on ne sait pas si l'arrêt est Covid ou pas. Et du coup, est-ce qu'on est, si le salarié ne dit pas spécifiquement c'est un arrêt Covid, il faut dire que c'est un arrêt Covid. Vous écoutez pas. Non, mais je parle des salariés de nos clients, pas nos salariés à nous. Prochaine année arrêt Covid. Ouais, c'est bon. Allez, les mesures diverses. Allez, les mesures diverses. Oh là, il y en a plein. Là. Ouais, il y en a plein. Alors, le cumul emploi-retraite pour les activités des professionnels de santé. On a bien vu que pendant la période de crise, le gouvernement était content de rappeler de temps en temps les retraités pour revenir en renfort. Et du coup. Surtout qu'ils sont maltraités à l'EHPAD. Alors, j'espère qu'ils ne les ont pas rappelés jusqu'en EHPAD. Hein mais. Du coup, une pension de vieillesse liquidée au titre d'un régime de base peut être cumulée avec des revenus d'activité repris et poursuivis en qualité de professionnel de santé d'octobre 2020 à décembre 2021. Deuxième mesure diverse, les IJ, maternité et maladie des indépendants. L'année 2020 est neutralisée en ce qui concerne le calcul des IJ. Normalement, c'est sur les 3 dernières années. Là, on neutralise 2020 pour les IJ, maladie et maternité, pour les arrêts de travail compris entre le 1er janvier 2022 et 31 décembre 2022. C'est pour pas que les revenus soient impactés, pour pas que les IJ soient impactés de la perte de revenus liée à... Les pouvoirs du gouvernement. Le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant de la loi permettant de limiter les fins et ruptures de contrat de travail. Ils n'ont pas encore utilisé ce pouvoir-là, mais pourquoi pas. D'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, d'adapter les dispositifs d'activité partielle. Concernant le régime social de l'indemnité d'activité partielle, prolongation du régime particulier dérogatoire lorsque l'employeur verse un complément à l'activité partielle et qui est uniquement assujetti à CSG-CRDS. Concernant les employeurs TPE et PME, les montants des aides Covid 2 et 3 qui n'ont pas pu être imputés sur les cotisations URSSAF en 2021 sont imputables sur 2022. En pratique, les aides de 20%
pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 sont imputables sur les cotisations des années 2020, 2021 et 2022. Et l'aide de 15% pour la période du 1er mai 2021 au 31 juillet 2022 sont imputables sur les années 2021 et 2022. Et ils remettent aussi en place l'exonération des cotisations sociales et l'aide au paiement pour janvier et février pour la baisse des chiffres d'affaires par rapport à janvier et février de 2019. Ça a été remis en place, d'où le petit tableau à remplir pour le service paye pour qu'ils connaissent les baisses d'activité afin de pouvoir en faire bénéficier les clients concernés qui sont de toute manière les secteurs S1 et S1 bis. Dernière mesure diverse pour les travailleurs indépendants, les plans d'appurement des dettes des cotisations sociales accumulées pendant la crise sont prolongés de 8 mois pour les travailleurs non salariés agricoles et d'un trimestre pour les travailleurs indépendants. Donc, pour rappel, pour les TNS, les dettes RSI, enfin URSSAF, qui se sont accumulées sur la période de la crise sanitaire, où en fait elles avaient été de manière systématique suspendues, peu importe la profession, elles avaient été suspendues par l'URSSAF et il fallait faire des paiements volontaires. Donc, à partir là, normalement, l'ensemble des clients ont dû recevoir des échéanciers qui sont proposés, qui englobent les dettes antérieures avec la régule de 2020 et les appels de cotisation provisionnelle de 2021 qui n'auraient pas été suffisamment versés. Là, vous avez la possibilité d'avoir automatiquement, systématiquement, une proposition d'échéancier de 24 mois par les URSSAF et potentiellement, vous pouvez, si vous le souhaitez, payer la totalité d'un coup ou demander exceptionnellement un report sur 36 mois si le délai de 24 mois n'est pas suffisant. Merci, Pauline. Eric? Oui, moi je mets une dernière couche pour faire plaisir à tout le monde. Hein. Non, il y a moi encore. Petit rappel du contrôle fiscal. T'as encore un truc à dire, toi? Bon, en matière de contrôle fiscal, je vais faire bref. Donc, il y a la saisie administrative à tiers détenteur. Donc, le SATD, qui pourra porter sur les créances à exécution successive. Alors, exécution successive, c'est par exemple des loyers. Moi, j'en profitais pour rappeler quand même que le SATD, il vient remplacer depuis 2019 les 7 procédures de recouvrement forcé dont dispose jusqu'à présent l'administration. 7 quand même, donc c'est pas mal. Et ça touche bien sûr les employeurs qui reçoivent ce SATD pour prendre de l'argent sur les salaires du salarié directement à la banque. Donc, il y a l'avis à tiers détenteur, l'ATD qu'on connaissait tous, l'opposition à tiers détenteur, l'avis de saisie en matière douanière, l'avis de saisie en matière de contribution indirecte, l'opposition administrative, la saisie à tiers détenteur, la saisie de créances simplifiées. Ils ont simplifié leur... Ils ont un seul truc, en fait, maintenant ils peuvent prendre partout et ils peuvent même prendre donc, sur des créances à exécution successives. Ce qui est important, c'est que la mise à disposition de l'avis du SATD auprès du tiers déclarant agissant pour le compte de l'employeur vaut notification au créancier. Et par dérogation, l'employeur devra déclarer immédiatement l'absence d'obligation à l'égard du redevable et les cessions, saisies, SATD ou paiement direct en cours d'exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur. Donc, si par exemple le client est propriétaire et qu'il a des loyers qui rentrent, ils pourront aller se servir directement sur l'entrée de ces loyers. Exactement. Alors, retenez que l'employeur qui ne ferait pas la déclaration, ça justifié de motifs légitimes, et encore une pression pour l'employeur, ou qui ferait une déclaration inexistence ou mensongère pourrait être condamné à la demande du créancier au paiement des sommes, avec dommages et intérêts. Voilà, c'est sympa. Donc, je voulais rappeler ce petit truc. Bon, après, il faut se calmer. Le non-respect de l'obligation entraînera l'application d'une amende de 15 €. Voilà, par acte. Magali Marot, c'est à toi? Non, c'est à toi. Le droit de visite et de la saisie à domicile? Tout le contrôle fiscal, c'était toi. Ah, ben moi, j'en ai plus. Hein. Moi, j'ai assez. Hein. Moi, j'avais... Ah ouais, ben vas-y. Le droit de visite et de saisie à domicile. Ben, écoutez, on va le faire en live. Hein. Alors, ça a l'air super intéressant, ça. Donc, ça a l'air bien.
En cas de contrôle fiscal et douanier, le montant des amendes applicables pour obstacle à l'accès aux pièces visées par le droit de visite ou aux documents du support informatique est augmenté. Mais augmenté de combien? Mais je vais le dire, hein. Je vais vous le dire. Donc, en matière de contrôle fiscal, la loi de finances pour 2002 procède à l'aménagement de ces dispositions. Sur la partie fiscale, elle précise que l'amende applicable est de 5 000 €, 50 000 € ou 5% des droits à rappeler si ce dernier montant est plus élevé, lorsque cet obstacle est constaté dans les locaux occupés par le contribuable. C'est intéressant ça. 10 000 € dans tous les autres cas. Il s'est porté à 50 000 € lorsque cet obstacle est constitué dans les locaux occupés par le représentant en droit ou en fait du contribuable soupçonné de s'être soustrait à l'impôt pour la personne seule. Super intéressant, Magali, non? Super. Moi, je l'avais barré. Hein. Ah, mais tu en avais un autre encore, l'infraction liée à la facturation. J'avais marqué aussi M. C'est ça, sûr, je peux le faire parce que je l'avais lu. Ah, parce que là, moi... Le fait de ne pas délivrer une facture prévue pour toute prestation de service comprenant l'exécution de travaux immobiliers fournis à des particuliers par un redevable de la TVA et ne pas comptabiliser la transaction correspondante donne lieu à l'application d'une amende égale à 50% Alors attends, du on va montant de la relire ça. transaction. Ça veut dire quoi ça? Hein? C'est quoi exactement? Pour toute prestation de service, comprenant l'exécution de travaux immobiliers fournis à des particuliers par un redevable de la TVA. Si tu ne délivres pas de facture. D'accord. Si tu ne délivres pas de facture liée à l'exécution de travaux immobiliers à des particuliers, et dans ces cas-là, et que tu as un risque du coup de ne pas comptabiliser cette facture. Oui, effectivement, surtout si c'est du black. Voilà. Tu auras une amende de 50% du montant de la transaction. Mais de la facture qui n'existe pas. De la facture qui n'existe pas. D'accord. Donc, en fait, c'est pourquoi? C'est parce que souvent, quand tu as des entrepreneurs qui vont faire des travaux immobiliers chez les particuliers, ils ne délivrent pas de facture quand le particulier l'a payé par chèque. Et s'ils ne parlent pas français, comment on va leur expliquer ça? Ou qui a payé en espèces, il ne délivre pas de facture, mais pour autant, le particulier n'est pas forcément au courant qu'il a fait du black. D'accord. Ah, il ne savait pas, lui. Voilà. Et bien, dans ces cas-là, il y aura une application d'une amende de 50%, en gros, parce que la facture n'a pas été délivrée. Ok. Puis en plus, ils ne peuvent pas assister à la commission communale des impôts directs. L'entreprise qui a fait ça, c'est dommage. Hein. Ça va être super intéressant aussi. C'est à toi, là? Non, c'est un... Oh non, mais c'est pas possible, il ne veut plus rien. C'est pourtant, c'est le dernier truc. Mais non, il y a 3 trucs derrière après. Ah ben écoutez, moi, je suis vraiment navré pour tous ceux qui nous suivent depuis plusieurs semaines. L'indemnisation de renseignement... Ah oui, ah, ça c'est énorme, ça, non? Voilà. Alors, donc, la délation, ça rapporte. Voilà. Donc, pour rappel, depuis le 1er janvier 2020, à titre expérimental, le gouvernement peut autoriser l'administration fiscale à indemniser Magali Marot si elle lui fournit des renseignements et à amener à la découverte de certaines infractions. C'est horrible, ça. Peut-être qu'il y a du business à faire pour les collaborateurs. Hein. Ah, mais ça peut être énorme. Hein. Lorsque le montant estimé des droits éludés est supérieur à 100 000 €. Franchement. Donc, cette faculté est désormais prolongée dans le temps jusqu'au 31 décembre 2023. Vous avez encore 2 ans. Alors, Gaël demande combien ça rapporte. Ben, combien ça rapporte? À combien ça rapporte? À compter. Et Gaël, il y a un business à faire. Oui, il y a un business. Si vous faites une délation sur vos clients qui ont éludé plus de 100 000 €, vous pouvez vous faire rémunérer. Ouais. Mais Gaël, pourquoi tu dis ça? Tu sais des choses sur qui? Par contre... Et le secret professionnel? On va couler la figure. Et le secret Gaël, c'est peut-être un problème. On n'a pas parlé de nos clients. Par contre, n'oubliez surtout pas de le déclarer à l'impôt. Hein. Ah oui. Ce que vous avez touché. Oui, mais on ne parle pas de nos clients, là. Parce que là, sinon... Alors, délation, tout à fait. Ah oui, oui. Allez. En BNC. En BNC non professionnel, Gaël, je pense. Mesures diverses. Allez, ça, c'était à moi. Je vous fais un petit focus sur l'autoliquidation. Moi, j'avais carrément enlevé ça. Hein. Mais je l'ai rajouté. Ah, ben c'est super. Tu devrais l'avoir enlevé. Ah oui. C'est des slides que j'ai rajoutés exprès. C'est super. Donc, autoliquidation de la TVA sur les importations. Donc, quand même, grosse nouveauté. Bon, ça a été parlé en actu, mais quand même, je voulais refaire un focus dessus.
Grosse nouveauté à compter du 1er janvier 2022, où dorénavant la DGFiP est devenue compétente à la place des douanes. Donc vous le saviez que dans l'ancien système, quand vous importiez des marchandises et quand vous passiez à la douane, vous deviez automatiquement payer la TVA et ensuite, au moment où vous alliez faire votre déclaration de TVA, vous récupérez cette TVA. Donc vous aviez une avance de TVA à faire, sauf à pouvoir bénéficier de certains régimes de franchise où en fait on vous autorisait à ne pas payer cette TVA à la douane. Mais sinon, sur le principe, vous deviez payer cette TVA à la douane. Depuis le 1er janvier 2022, c'est dorénavant la DGFiP qui va assurer le recouvrement de cette TVA qui est due par les assujettis lors de l'importation et qui va contrôler cette TVA à l'importation. Comment ? Sur les déclarations de TVA, donc sur les fameuses déclarations de TVA 3 mensuelles, où elles ont été modifiées. Donc, je pense que les TVA que vous êtes en train de faire en ce moment pour le 21, il y a des cases qui ont été rajoutées. Et ces cases, donc, concernent toute cette auto-liquidation de TVA où elle va être pré-remplie. Donc, comment ça va se passer? Au moment où vous allez faire rentrer la marchandise à la douane, elle va être dédouanée, cette marchandise, au moment où elle passe à la douane. Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un enregistrement, entre guillemets, par les douanes, des marchandises qui sont rentrées de la TVA correspondante. Qui viendra s'incrémenter directement sur la déclaration de TVA, la CA3 mensuelle, sous un système d'autoliquidation, puisque vous allez avoir la TVA normalement payée à la douane, avec la TVA ensuite autoliquidée qui vient en déduction. Donc, ça sera neutre. Par contre, vous aurez la possibilité de vérifier le montant de cette TVA auto-liquidée sur un espace dédié sur douane.gouv.fr, puisque en fait, les données, alors là, ça va être compliqué pour nous en tant que cabinet comptable, c'est comment s'assurer que les données qui sont pré-remplies sont justes, puisque c'est pas nous qui sommes en charge de faire rentrer la marchandise sur le territoire. Donc, il faudra quand même voir avec le client sur ce compte douane.gouv.fr. Qui permettra donc de vérifier ce qui a été rempli. Nouvelle particularité également, toutes les déclarations de TVA qui sont concernées auront une exigibilité au plus tard le 24 de chaque mois. Gaël nous dit, attention, il faut rajouter la TVA à déduire. C'est-à-dire qu'il y aura la TVA en mot, mais pas en mot. Oui, elle va être normalement pré-remplie. Alors, normalement, elle est pré-remplie pour la TVA qui est rentrée. Mais après, il faut faire le système d'autoliquidation, il faut la remettre. Voilà. Et attention, le délai est dorénavant au 24. Donc, la donnée aura été pré-remplie avant le 14. La TVA sur ABS, je ne la connais pas. Mais c'est sur la TVA sur biens et services, je veux dire. Parce que sur la TVA sur ABS, je ne savais pas qu'en plus, on devait payer la TVA quand on faisait l'ABS. C'était ça. C'est autres biens et services. Ah, excuse-moi, on n'a pas les mêmes références. Eric, ça fait longtemps qu'il a bouffé de TVA. Mais les abus de droit, les abus de vie sociaux. Oui, par contre, c'est plus récent. Donc, c'est quand même un point important. Ayez-le en tête. Donc, ça se pré-remplit partiellement. Il faut contrôler, il faut penser à déduire. Et la date passe au 24 et dorénavant, donc c'est la DGFiP qui est redevable. Autre point qu'on voulait vous faire également, c'est sur la suppression de la DEB. Déclaration d'échange de biens. Tout à fait. Donc, pour rappel, jusqu'au 31 décembre 2021, vous deviez réaliser des DEB dès le premier euro à l'expédition et à partir de 470 000 euros à l'introduction des marchandises dans l'Union européenne. Ces DEB comportaient deux volets, qui étaient un volet statistique, qui était destiné à alimenter les données relatives au commerce extérieur. Il faut faire deux déclarations. Et un volet fiscal qui était destiné à récapituler des mouvements de marchandises au sein de l'UE. Depuis le 1er janvier 2022, en plus c'était franchement au début, moi j'ai passé un peu de temps à essayer de comprendre, c'était difficile à comprendre. Depuis le 1er janvier 2022, la DEB a été supprimée. Elle est remplacée en fait par deux déclarations distinctes. Voilà, c'est simple. Elle est remplacée par la première déclaration distincte qui est relative à l'enquête statistique pour les échanges intracommunautaires. Cette déclaration, vous devez aussi bien la faire à partir du premier euro si vous êtes à l'expédition ou à partir de 460 000 euros si vous êtes à l'entrée sur le territoire en acquisition intracom. Elle va être faite elle va être déposée mensuellement dans les mêmes délais que les DEB, donc c'était au plus tard le 10 du mois suivant, sur la plateforme DEB Web. C'est un échantillon d'entreprises qui va être sélectionné.
Et votre client sera informé à partir du moment où il aura reçu un courrier en décembre de l'année. Tout le monde doit le faire? Non, justement. En fait, cette déclaration relative à l'enquête statistique, vos clients, moi par exemple, j'ai le cas, j'ai un client qui a reçu en décembre un courrier qui dit qu'il a été sélectionné et qui il est super content. Super content. Et du coup, il doit faire cette enquête statistique. Mais moi, c'est un client qui dépasse 460 000 € à l'introduction, qui ne fait pas d'expédition, qui dépasse 460 000 à l'introduction. Mais ce qui veut dire que, alors, cette année, ils ont quasiment sélectionné tout le monde. Mais ce qui veut dire que peut-être que dans 2 ou 3 ans, mon client ne sera pas sélectionné et il n'aura plus de dev à faire du tout. Ouais. Donc, la réponse doit être faite au plus tard le 10e jour ouvrable du mois suivant et le refus de participer à l'enquête est sanctionné par une amende administrative qui peut aller jusqu'à 25 000 € en cas de mise en demeure. Ça peut faire mal quand même. Donc, fini les 750 € d'amende par dev manquante et par mois manquant. Voilà. Là, ça peut aller jusqu'à 25 000 €. Et donc ça, c'est le premier volet. Donc ça, ce premier volet s'applique aussi bien si vous avez été sélectionné au premier euro ou 460 000 € à l'acquisition intracom. Le deuxième volet, c'est un état récapitulatif des TVA. Et cet état récapitulatif, par contre, lui, ne conditionne que l'expédition. Ce qui veut dire que c'est dès le premier euro. Si vous êtes en expédition, donc en livraison intracommunautaire, dès le premier euro, vous allez devoir remplir cet état récapitulatif de TVA. En fait, l'objectif, c'est de quoi? C'est de contrôler les mouvements de TVA. Elle va être donc, elle reprend sensiblement, elle ressemble aux données qui étaient déclarées sur la DEB. Ils ont été choisis? Non, là, c'est obligatoire. Là, c'est tout le monde dès le premier euro en livraison intracommunautaire. C'est cool. Pour les entreprises soumises à l'obligation de répondre à l'enquête statistique, cet état récapitulatif sera pré-rempli grâce aux informations déclarées pour l'enquête. Ce qui veut dire qu'en gros, une fois que vous avez rempli l'enquête et que vous le faites dès le premier euro, ça sera déjà pré-rempli grâce à l'enquête. Les manquements et les omissions portant sur cet état récapitulatif sont sanctionnés d'une amende de 750 € par déclaration manquante. Donc là, on revient ou 1 500 € en cas de non-dépôt dans les 30 jours. Donc là, on revient à ce que vous connaissez sur les DEB, quand on avait les douanes qui venaient taper à la porte et qui a fait les DEB? Personne. Et là, c'était 750 €. Là, on revient à ça. Toutes ces dispositions, toutes relatives à ces deux déclarations, relèvent dorénavant de la DGFiP et non plus des douanes. Donc, c'est les DGFiP qui reprennent ces contrôles. Et par contre, n'oubliez pas, les déclarations d'échange de services, les fameuses DES, elles ne sont pas supprimées et son dépôt reste bien obligatoire dans les mêmes conditions. Donc, ils ont changé le régime au niveau des DEV, mais ils n'ont pas changé le régime au niveau des DES. L'année prochaine. Voilà. On a terminé. Non, tu avais un 3 sur 3. Oui, mais en fait, je voulais vous épargner ce qui avait été changé, modifié dans les DEB en rouge, les informations à communiquer pour les expéditions inférieures ou égales à 460 000. Et en noir, les informations à communiquer pour les introductions et les expéditions supérieures à 460 000 €. Ok. Voilà, je voulais être un peu plus synthétique. C'est formidable. Il est 11h42, nous sommes extrêmement performants. On est performants. On est performants. Pauline, bravo. Parfait. Merci pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions, je vous invite à les poser à Pierre-Laurent Trial. Au chef de site. Ou à Alexis, qui est toujours disponible. S'il y a des questions, oui. Pierre-Laurent ou Alexis, vous choisissez. Je vous remercie beaucoup. Merci à tous. Passez un bon week-end. Ouais. Et bonne période fiscale. Et bonne période fiscale. Ça y est, on y est. Allez. Ciao. Ciao. Ciao à toutes. Ciao à tous. Arrêtez l'enregistrement. Tu le vois? Oui, un bouton rouge. Ah. Voilà. Merci.